Et hello et bienvenue dans Tanner DJC TV. Aujourd'hui, on part en guerre. Mais pas une guerre froide, non. Pas non plus une guerre dans des tranchées. Non. Pas non plus la guerre sur une plage de Normandie. Tu as plein du sable dans ta raie. Non, non, non. Aujourd'hui, je t'emmène sous le soleil. Parce que la Belgique en a bien besoin, par ces temps gris et mornes. Eh oui, le soleil est espagnol, cabron. Eh oui, j'avais dit que je ferais plus de... avoue que je le tiens bien, quand même, l'espagnol. Je le tiens bien. Allez, je t'emmène sur... Résistance, le plat de résistance. Un plat de résistance, comment ça se passe un plat de résistance? On va regarder ce qu'il y a dans une boîte. Attention, tous tes yeux ébahis. Une boîte de résistance contient un jeu du nom de résistance. Attention, il ouvre la boîte. Dans la boîte, tu vas avoir un livret de scénario, on va y revenir, et un livret de règles, plutôt bien foutu. J'ai pas eu de couac, je crois, en tout cas, au niveau des règles. Et alors, à l'intérieur de la boîte... Un truc plutôt bien foutu, c'est que tu as une espèce d'arrêt gondolé à l'intérieur. Et quand tu veux faire glisser ton paquet, regarde, juste un petit doigt, et ça ne marche pas. Voilà, tu peux faire glisser ton paquet et le récupérer parce que c'est légèrement arrondi. Pareil avec celui-ci, tu récupères ton paquet. Donc ça, c'est plutôt sympa à l'intérieur de la boîte. Il est coloré, il est joli. Et donc... on va mettre tout ça sur le côté. On va essayer de mettre la petite boîte de résistance là comme ça sur le coin. Comme d'habitude, on va essayer de faire ça joli. Je te propose une petite mise en place, mais avant un petit tour du proprio. Dans une boîte de résistance, tu vas trouver un paquet de 24 cartes maquisards avec leurs petits bérets. Ils sont donc d'un côté avec des maquisards et de l'autre avec des petits bérets. Et donc, un maquisard, une carte maquisard, comment ça se découpe? Ça se découpe avec un effet caché et un effet révélé. Et le sel du jeu va être là si tu veux, parce qu'à chaque fois que tu vas jouer une carte de ta main, tu devras choisir en cours de partie, tu vas délimiter une zone en deux, une partie où tu joueras tes cartes cachées et une partie où tu joueras tes cartes révélées. Il faut savoir que les cartes révélées que tu vas jouer, à la fin de ton tour, tu les perdras, elles ne feront plus partie de ton deck. Et donc, à l'inverse d'un deck building, eh bien, résistance, tes maquis, bah, tu démarres avec un deck plutôt fort, et plus tu avances dans les missions, parce que le but ça va être de réussir X missions, et ben plus ton deck est merdique. En tout cas, plus il est petit et fin, et ben moins tu as d'options du coup. Et donc, on va revenir un petit peu sur les effets des cartes un petit peu plus tard. Tu as également une des premières conditions de défaite, ça va être les civils. Tu as un paquet avec des civils. Alors, il y a des valeurs de, je crois qu'il y a 3-1, 3-2, 1-3 et 1-0. Quand tu le pioches, tu le remélanges directement dans le paquet. En plus, c'est plutôt sympa de le piocher. Et en gros, ce paquet-là, tu le mélanges, et de temps en temps, le jeu va te dire que tu vas perdre des civils. Quand tu perds un civil, tu retournes sa carte, tu le mets dans la défausse. Donc là, un civil, pour l'instant, tout va bien. Il faut savoir qu'arrivé au total de 5 civils, ça commence, voilà. Ici, j'aurai la combinaison de 5 civils, ce qui veut dire qu'à la fin de mon tour, vu qu'il y a 5 civils dans ma défausse civile, j'aurai perdu la partie. Parce que tu perds, si tu as un moment, à n'importe quel moment, 5 civils à la fin de ton tour dans le paquet. Je pense que c'est perte directe ou au fin du tour. En tout cas, tu es dans la mouise et tu perds la partie si tu as un total de 5 ou plus civils dans ta défausse. Donc, c'est le petit paquet avec les petits chapeaux. Ensuite, tu as les ennemis. Les ennemis, on va y revenir peut-être après, mais c'est le petit paquet ici avec des ennemis qui ont différentes capacités, qui vont t'empêcher et te mettre des bâtons dans les roues avec un seul ennemi qui va t'avoir des effets positifs, mais tu vas peut-être pas savoir le faire souvent parce que il faudra que tu gères les autres ennemis avant lui. Et donc lui, il est sympa, la petite carte bonus, mais t'en profites pas souvent au final. Et on y reviendra fin de vidéo. Ensuite, tu as bien les missions. Les missions, c'est ce que tu vas devoir accomplir en cours de partie. Si tu veux faire des petites pauses pour voir les très jolies illustrations, je t'invite à le faire. Et moi, c'est un des trucs qui m'a fait craquer pour tester le jeu. Déjà le thème, qui était vraiment sympa. Le thème de la résistance, c'est quand même, voilà, c'est quand même sympa, je trouve. Et donc, toutes ces cartes, je les trouvais vraiment, vraiment très belles en fait. Et donc, tu as vraiment une petite patte graphique, très très bande dessinée. Et c'est vraiment un des plus du jeu pour moi. C'est un des gros plus du jeu, c'est que c'est vraiment très joli, notamment sur les effets de lieu. Et alors, le dernier paquet de cartes, qui a le même dos que tes paquets de cartes maquisards, tes cartes de ta main, ce sont des espions, tous avec un dessin différent également. Ça coûtait rien de le faire, enfin ça coûtait plus cher de le faire que de ne pas le faire. Ils l'ont quand même fait, donc c'est sympa. Ces espions-là, au début de la partie, quand on fera notre deck, on en aura 3 automatiquement dans notre deck. Alors,
Il n'y a aucune règle qui dit que, par exemple, tu ne pourrais pas en mettre que 2 pour avoir un peu plus facile sur tes premières parties, voire un seul. À toi de faire comme tu veux. Pour l'instant, je l'ai joué toujours avec les règles de base où on en met 3. Mais ça, c'est globalement des cartes qui ne font rien du tout. Elles n'ont même pas une double face pour te dire qu'un côté est pourri et l'autre un peu moins pourri, sous certaines conditions. Non, c'est juste pourri et ça te pourrit ta main. Et en gros, une carte pourrie comme ça dans ta main, ok, tu peux encore faire des choses. À partir du moment où tu en as 2 ou 3, on y viendra à la fin de la vidéo, ça peut commencer à se corser méchamment. Donc, une mise en place, le jeu classique te dit, de base, on va analyser une carte lieu. Une carte lieu, une carte mission, elle va avoir un nom, dans le cadre orange. Le petit en dessous, le petit cadre noir en dessous, c'est le niveau de la mission. Elles vont de 1 à 3. Donc les missions 3 sont plus dures que les missions 2, les missions 2 sont plus dures que les niveaux 1. Les niveaux 1 sont plus faciles que les 2 et 3. Tu as compris, c'est un ordre de puissance de niveau. Mission remplie ou défend. En général, de mémoire, il n'y a que ces deux effets-là. Défend, ça s'applique dès que tu choisis cette mission-là. Tu vas avoir un effet, par exemple, qui dit qu'ici, lorsque tu choisis cette mission, tu défausses immédiatement tous tes maquisards en jeu. On va y venir. Et par exemple, l'effet ici de la mission remplie dit que mélangez tous les maquisards cachés en jeu, retirez-en un au hasard de la partie. Oui, parce que c'est un jeu qui n'est pas tendre. Alors certains lieux vont être gentils avec toi, d'autres vont être plutôt méchants. Autres informations qu'on retrouve sur un lieu. En bas à droite, on va retrouver les points de victoire. Par exemple, on voit que celle-ci me rapporterait 4 points de victoire et celle-ci 3 points de victoire. Parce que dans le mode solo, globalement, c'est un peu un stop ou encore. Tu vas pouvoir décider un moment de mettre fin à la résistance et calculer tes points. Et dans le livret de règles, on va y venir aussi, tu auras un tableau de score qui dit que tu as autant de points, tu es dans cette fourchette-là qui te dit que voilà, tu as fait ça ou ça. Globalement, pour avoir une vraie victoire, écrite victoire dans le livret de règles, il faut 22 points. Et honnêtement, il faut se lever tôt. On va y venir aussi à la fin de vidéo. J'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu en fin de vidéo. Les deux dernières informations qu'on va retrouver sur une carte, c'est le petit bouclier et le petit paquet de cartes. Donc les deux icônes ici, carte, bouclier. Le bouclier, c'est la valeur que tu vas devoir atteindre avec tes maquisards en force pour pouvoir détruire cette carte, pour pouvoir la déjouer et l'ajouter à tes points de victoire. La deuxième, le petit chiffre ici, le petit 4 qu'on a ici, donc le petit paquet de cartes. Et ça va être différent à chaque carte, je le dis tout de suite. Toutes les valeurs vont changer et inévitablement, les grosses cartes peuvent avoir des valeurs plus élevées. Le deuxième chiffre ici, c'est le nombre d'ennemis qui vont protéger ton lieu. Bon, imaginons qu'on a ce lieu-ci. Il me dit 4 ennemis. Je devrais mettre 4 cartes pour protéger ce lieu. Le petit trick, c'est que tu ne vois pas ces cartes-là au début. Donc tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Ça peut être les valeurs de soldats et d'anti-guerriero, de dur à cuire. Donc toutes ces cartes-là vont avoir des capacités différentes. Tu dois avoir 5 ou 6 capacités différentes. Et elles ont des valeurs différentes. Un garde peut avoir un point, il peut y en avoir un à 2, un à 3. Et donc, tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas tomber là derrière. Tu as certaines cartes qui vont te permettre dans ta main de temps en temps en révéler une, voire plusieurs cartes, voire des fois en révéler 2 et en défausser une. Mais globalement, ici, si je devais y aller, la configuration me dirait que globalement, je vais avoir, oui, sur les cartes aussi, tu vas avoir des effets. Bon, c'est très bien, on a les 3. Tu vas avoir des effets de défense, des effets vaincus, si tu arrives à le vaincre, tu as un effet positif, et des effets survie. Survie, c'est s'ils survivent, ils te mettent des effets négatifs dans les dents. Donc par exemple ici, dans la configuration actuelle, je devrais faire 7 points d'attaque, et si ces deux-là survivent, ils me mettent des bâtons dans les roues. Si j'arrive à tuer celui-là, j'ai un effet positif, et celui-ci, il a un effet de défense. Donc l'effet défense, c'est le premier effet, une fois que j'ai sélectionné la mission, que je devrais activer, et il dit que je dois vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Donc lui, il fait tampon sur les ennemis. Donc je ne pourrais pas attaquer aucun de ceux-là tant que lui n'est pas vaincu. Et il lui faut une force de 2. Il y en a avec 3, il y en a avec 1. Et donc, des fois, tu ne sais pas du tout. Et le hasard de ces cartes-là vont faire que ça va être plus ou moins facile, ou en tout cas, j'ai envie de plutôt dire, plus ou moins difficile, en fait, parce que ça restera toujours difficile. Et il va toujours y avoir des choix constants sur la façon de jouer tes cartes. On va y venir. Je vais peut-être même continuer l'exemple comme ceci, pour te montrer comment on peut jouer des cartes. Donc, au début de la partie, pour le setup, je vais même te le faire en vrai, mais je te montrerai l'exemple que pour une. Au début de la partie, on va séparer les paquets. Faire une mise en place, en fait, ce sera plus simple pour toi. Donc, au début de la partie, tu mélanges tes cartes ennemies, et elles sont juste là pour te mettre des gros bâtons dans les roues. Sinon, forcément, ce serait trop facile d'aller chercher tes cartes objectifs. Je vais écarter ceci un petit peu plus loin. Et alors, dans la règle de base, et on va y venir aussi parce que moi, c'est pas le mode que je préfère, loin de là. Je préfère largement, et on va y venir dans la review du jeu,
le livret de scénario, qui pour moi sauve le jeu. Sauve le jeu dans une certaine mesure, on va y venir. Alors, la règle de base me dit que je dois prendre 4 cartes de niveau 3. Je vais prendre les 4 premières. Donc j'ai cartes celles en trop, donc tu as du choix, hein. Donc ce ne sera pas tout le temps les mêmes cartes qui vont revenir. 3 cartes de niveau 3, pardon. 3 cartes de niveau 3. 3 cartes de niveau 2, donc je vais enlever les 3 cartes. Donc tu vois, tu as chaque fois, sur le mode principal, le mode classique, tu as à chaque fois 3 cartes de niveau 2, 3 cartes de niveau 3 en trop. Donc tu as de la rejouabilité là-dessus, hein, parce que c'est forcément pas du tout la même chose. Enfin, c'est le même principe, mais elles vont pas toutes faire la même chose. Et 4 cartes de niveau 1. Si tu es fouteux, retiens 4, 4, 3. 4 niveau 1, 3 niveau 2, 4, 3, 3, pardon. 4 niveau 1, 3 niveau 2, 3 niveau 3. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes cartes de niveau 3, les mélanger, bon là j'ai mélangé, les mettre tout en dessous, tes cartes de niveau 2 par-dessus, et tu vas commencer en jeu avec tes 4 missions de niveau 1, peu importe l'ordre, tu les disposes sur ta table, comme ceci. Je vais le resserrer un petit peu pour que ça soit clair chez toi. Moi j'aime bien mettre mon aide de jeu ici au milieu, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, c'est visuel en fait. Tes civils, tu les mélanges et tu les mets de côté. On va les mettre ici. Je vais mettre mes missions ici au-dessus. Je veux mes civils à côté. Voilà, comme ça, on sait où on en est. Tes ennemis, tu les mélanges. Et ben, comme je te disais tout à l'heure, je vais regarder sur toutes mes cartes les valeurs avec la petite carte, pas le bouclier, la petite carte. Et je vais mettre face cachée des ennemis sur chaque carte au nombre indiqué. Donc ici, la carte me dit 5 ennemis. 4, je vais le mettre comme ceci, ça fait 5. Ici, il m'en demande 3. 1, 2, 3. Ici, il m'en demande 2. Tu peux te dire que c'est un peu plus facile, sauf que l'effet négatif est un petit peu embêtant. Et ici, il m'en demande 4. Donc là, globalement, et c'est une des grosses forces du jeu, c'est que, franchement, il se met en place très vite. Un des petits bémols, c'est que, comme tu peux le voir, le jeu va prendre quand même pas mal de place à table, et encore, on n'a pas joué nos cartes. Je vais reculer un petit peu le micro pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, un principe que je conseille fortement pour ta première partie, ne te dis de pas le faire, parce qu'en effet, tu ne connais pas encore les cartes. Donc, au début, pour ta première partie, sur tes 24 cartes, tu vas faire 2 paquets identiques, 12 et 12, au hasard. Un, ce sera ta pioche et ton deck, en gros, pour la partie, et l'autre, ce sera ta réserve. Et de cette réserve, on peut de temps en temps, c'est très rare, aller récupérer des cartes. Donc pour la première partie, on va la faire à la bonne franquette. On va piocher 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui devrait m'en laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai ma réserve qui est ici. Et j'ai ma pioche qui est ici. On est presque bon pour démarrer. La seule chose qu'on doit faire, je vais enlever ma tête de la caméra en te disant au revoir. See you. Pour pouvoir avoir accès à un petit peu plus d'espace de jeu. La dernière chose qu'on doit faire, c'est, je t'en ai parlé en début de vidéo, placer 3 espions dans notre deck de départ. Donc tu prends tes cartes, tu mets tes espions, tu essayes de les mettre dans le même sens de chapeau, sinon tu vas tout de suite savoir que tu vas piocher tes espions. Et tu mélanges ton deck. Bim bam boum, bam boum. Alors, je mélange mon deck. Bram, 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 bram. Bon, j'ai l'air de... Alors, c'est un des bémols aussi. C'est que ces cartes-là, elles ont beau être sympas visuellement parce que c'est aéré et c'est très clair. C'est très agréable à lire. Mais par contre, c'est chiant à mélanger. Donc, je pioche en main de départ 5 cartes. 5 cartes sur les 12 que j'avais plus les 3. Donc, j'ai en gros 15 cartes dans mon deck vu que j'ai 12 cartes de base et 3 espions. Le principe du jeu, ça se joue en plusieurs phases, 4 phases exactement qui sont reprises sur la petite aide de jeu. Tous les jeux doivent avoir une aide de jeu. Ça me paraît capitalo. Donc la première phase, c'est la planification. La planification, tu vas pouvoir jouer des maquisards de ta main. Donc ici, ma première main, on voit que j'ai pioché quand même 4 maquisards et j'ai déjà un espion qui me met des bâtons dans les roues. Et donc, la première chose que je peux faire, c'est jouer des maquisards. Et on est en phase de planification. En A, je joue mes maquisards. Il faut savoir que tes maquisards, ils vont avoir globalement 2 types d'actions. 3 même. Il y en a une qui ne fait rien. Et en général, je n'ai pas l'exemple là, mais une carte qui n'a pas d'action, voilà, elle est barrée. Tu as une petite croix et donc elle ne fait rien. Tu peux quand même toujours la jouer d'un côté ou l'autre de ton tableau, mais elle ne fera rien. De ce côté-là. Et donc,
le principe de la planification, c'est que certaines de tes unités vont avoir des actions de planification et d'autres d'attaque, voire les deux, planification-attaque. Dans quel cas, tu pourrais jouer cette capacité-là en planification ou en attaque, selon le côté où tu vas la mettre. Que ça soit caché, et là tu le récupéreras dans ton deck, mais ça sera un peu moins fort, ou révélé, plus forte valeur d'attaque, mais tu le perds à la fin du tour. Et donc, tu peux déjà remarquer, si je prends un peu un exemple, ici on va le voir très bien, j'espère que ça sera bon pour ta caméra, je vais essayer de les aligner, je vais enlever l'espion, que mes cartes, elles ont des valeurs de base de 1, ça peut des fois être 0, quand je les mets en cachet, et donc que je les récupère, donc que je ne perds pas entre guillemets de points de vie, et si je les mets par contre en révélé, elles vont passer à 2, 2, 3 et 4, et 2. Il y a des cartes qui vont avoir 1 et 4 par exemple, ou 0 et 4. Et donc, tu vas la mettre d'un côté, tu vas perdre beaucoup de force, mais de l'autre, tu vas avoir un effet qui fait que, voilà, un peu moins fort, mais qui va revenir dans ton deck, ou des fois aussi fort, mais qui va revenir dans ton deck. Et d'un autre, pour avancer là-dessus, tu te rends bien compte que sur avancer sur tes missions, il te faut des points d'attaque. Et donc, tu vas quand même être obligé d'aller jouer des cartes du côté révélé et les perdre à la fin du tour. Je vais prendre l'exemple concret de ma main de départ. Je ne vais pas faire toute une partie, mais je vais te montrer un peu comment le jeu se filoche. Une fois que j'aurai joué mes maquisards, que j'aurai décidé de jouer mes maquisards en phase de planification, tu n'es pas obligé d'activer leur effet. Je devrais choisir une des missions. Choisir une des missions, c'est dire, ok, je vais là, là, là ou là. Et dès que tu choisis une mission, là, tu peux retourner les cartes qui sont sur cette mission. Avant ça, tu y vas à l'aveugle. Sauf que certaines cartes, en planification, peuvent te permettre de retourner des cartes, la totalité, une ou deux, voire deux, en choisir une et défausser l'autre. Donc, c'est à toi de faire ta popote en planification pour essayer de voir un petit peu où tu veux aller. Et donc, après ça, on passera à la phase d'attaque. Donc, les ennemis on va d'abord activer les effets défend des cartes. Donc, ici, il y a un effet défend. Et je t'ai montré que dans les paquets ennemis, il y avait des effets, il y avait des effets défend. Et donc, quand on passera en phase d'attaque, je regarderai d'abord le lieu, ce qu'il me dit, parce que des fois, ça peut influencer sur les cartes qui sont présentes au niveau des soldats, enfin des ennemis. Et puis, je retournerai mes ennemis, ils sont déjà retournés d'ailleurs, et je regarderai s'il n'y a pas des effets de défense. Comme tout à l'heure, par exemple, il y a un ennemi qui va dire qu'il donne plus 1 à tous les ennemis. Ou un ennemi, comme on a vu tout à l'heure, qui va dire que tant que tu ne l'as pas tué lui, tu ne peux pas tuer les autres ennemis. Ou encore un autre encore pire, c'est tu ne peux pas avancer sur la mission tant que tu n'as pas tué cet ennemi. Qui peut être protégé par un autre qui dit tant que tu ne l'as pas tué lui, tu ne peux pas tuer lui. Et donc, tant que tu n'as pas tué lui, tu ne peux pas tuer ça. Et donc, tu as des effets de chaîne comme ça qui peuvent être vachement dégueulasses. Et on va y venir à la fin de la vidéo. Donc, beaucoup de planification, beaucoup de stratégie, mais c'est un jeu qui relativement va vite à mettre en place et à jouer. Le principe que je ne t'ai pas expliqué également, c'est que quand tu seras un peu habitué au jeu, au lieu de faire 12 et 12 dans tes cartes, tu peux drafter, donc prendre tes 24 cartes de maquisard, en piocher 2, en choisir une, en mettre une pour ton deck, une dans la réserve, puis en mettre une autre, en repiocher 2, en rechoisir une et mettre l'autre dans la réserve. Et donc, tu peux crafter ton deck. Tu peux drafter et crafter ton deck. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est vraiment un des gros fun du jeu. Le draft, avant de commencer ta partie, c'est vraiment super fun. Donc, après la phase d'attaque, on pourra encore jouer des maquisards et on activera potentiellement leur effet d'attaque. Tu peux à nouveau les jouer à gauche ou à droite et activer leur effet d'attaque. Là, tu ne pourras plus jouer les effets de planification parce qu'on sera en phase d'attaque. Ensuite, tu élimineras les cibles. Éliminer une cible, c'est compter combien de points d'attaque tu as et les assigner aux ennemis et à la mission. Si tu peux faire la mission sans avoir d'accro au niveau des ennemis qui t'empêcherait de le faire, par exemple, tu peux le faire et laisser des ennemis là. Par contre, quand tu laisses des ennemis là, tu as souvent des effets négatifs. Donc, tu vas devoir essayer de choisir une balance entre, ok, je fais d'abord la mission ou j'essaye quand même d'en virer un. C'est toujours bien d'essayer de faire les deux, mais des fois, tu n'auras pas le choix. Tu devras laisser des ennemis pour avancer sur ta mission. Tu perds le jeu quand tu as 5 civils dans ta défausse civile. Quand tu rates 2 missions, quand tu rates une mission, globalement, tu la retournes, tu enlèves toutes les cartes ennemies qui étaient liées à cette mission, tu les défausses, et dès que tu en retourneras une deuxième, tu seras game over. Donc, la troisième façon de perdre également, c'est de piocher une main remplie d'espions. Dès que tu pioches une main remplie d'espions à ton tour, à la fin du tour, où tu refais ta main, c'est game over également. Donc, je répète, tu es game over si tu as 5 civils dans ta défausse, tu es game over si tu as 2 missions, et tu es game over si tu en as une main remplie d'espions. Ensuite, on aura les conséquences. Une fois que tu as éliminé tes cibles, que tu as réussi ta mission ou pas, tu fais les conséquences. Donc, vérifier les pertes de civils. Si tu as perdu des civils, tu regardes si c'est maintenant que tu as perdu aux civils ou pas, si tu en as 5 ou plus. Si tu en as moins que 5, tu peux continuer. Résultat de la mission, les effets de la mission si tu as réussi, par exemple mission remplie, tu les appliques.
Ensuite, mettre fin à la résistance. Dans le mode normal, tu as toujours le choix de dire « Ok, je m'arrête là. Je compte mes points de victoire et je regarde dans le livret de scoring, dans les règles, tu as un tableau de scoring, hop, qui te dit de 1 à 14 défaites, de 15 à 18 défaites mineures, de 19 à 21 résultats historiques. On va dire que là, c'est match nul. En gros, tu as réussi à faire des hauts faits, mais tu n'as pas réussi à empêcher, tu as vraiment des hauts faits, tu as libéré des villes et tout ça, mais tu n'as pas réussi à empêcher la révolution espagnole. 22 plus, il faut se lever tôt. Moi, j'ai fait 21 au maximum pour l'instant. C'est une victoire. Et les 10 missions, remplir les 10 missions, celle-là, j'y crois vraiment moyen. Ou alors, il faut être vraiment excellent joueur, avoir crafté un excellent deck, ne faire aucune erreur et avoir un bol monstre sur tes tirages de cartes et tes tirages de lieux. Et là, peut-être que je peux croire que quelqu'un a réussi à faire les 10 missions. En dehors de ça, j'y crois moyen. Mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Donc, tout ceci, hop, mon deck de réserve, mon deck joueur, ma main et les missions. Donc ici, je dois choisir, déjà regarder un petit peu ce que les missions font et me dire qu'ok, j'ai envie peut-être de faire celle-là. Celle-là, elle me dit que quand je remplis la mission, je pioche une carte de moins dans la planque pendant la phase de récupération. Ça veut dire que j'aurai une carte de moins à mon prochain tour. C'est pas fameux, mais en même temps, elle me demande que 3 cartes et 3 points. Et ça, je pense que c'est jouable. J'aurai celle-ci éventuellement. Elle n'a que 2 cartes. C'est vrai que ça a l'air tentant. Par contre, elle a un effet de défense. Quand vous choisissez cette mission, tu sélectionnes immédiatement une carte maquisard de ta main, sauf un espion, et tu la défausses. Et donc, tu auras une carte de moins, ce qui fait que je me retrouve avec 3 cartes. Alors, c'est jouable, hein, mais non, ça demande 5, donc c'est un peu plus que celle-là. Donc, tu vois que y a un ennemi de plus qui peut rajouter de la puissance, donc je peux potentiellement être à plus que 5. Ici, il n'y en a que 2, mais j'ai une carte de moins. Et donc, déjà là, c'est une première prise de décision. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? J'ai peut-être envie d'aller sur celle-ci qui m'enlève une carte de ma main quand je n'aurai éventuellement une main où je n'aurai pas d'espion déjà. Je ne perdrai qu'une carte sur mes 5. Donc, je vais peut-être tenter celle-là, à titre d'exemple. Donc, ici, phase de planification, je peux jouer des maquisards. Maquisards et activer leur effet planification quand c'est écrit planification. Quand c'est écrit de l'autre côté, tu dois la mettre de ce côté-là en phase de planification pour activer cet effet-là. Et tu peux activer cet effet-là. Quand c'est écrit les deux, tu choisis la phase, que ce soit en caché ou en révélé, tu la joues pendant la phase appropriée, que ce soit attaque ou planification. Donc je ne peux pas jouer une attaque dans une phase de planification, ou alors je n'applique pas son effet tout simplement. Je pourrais jouer celle-ci de ce côté-là et dire que voilà, je n'applique pas son effet. En général, c'est dommage de ne pas le faire. Donc ici, dans ma main, j'ai une carte qui me dit en planification, je pioche une carte de la planque. Je peux aussi retirer de la partie un espion de ma main en la jouant de ce côté-ci. C'est peut-être pas mal à faire ça, de retirer un espion de ma main. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais jouer Manuela en phase de planification et pas en attaque. Je pourrais décider de le faire plus tard en attaque. Et je vais la jouer ici. Donc je la mets de ce côté-ci en révélé parce que son effet pour tracher un espion, ça se fait en révélé. Je retire de la partie un espion de ma main. Je prends l'espion et je le retire de la partie. Ce qui fait que là, j'ai déjà plus que 2 espions dans mon deck. C'est déjà un peu mieux. Elle m'apporte 2 points d'attaque au lieu d'1. Et là, je fais toujours ma planification. Je n'ai pas encore choisi où je voulais aller. Donc, tu peux voir un petit peu comment et à combien de puissance tu arrives à monter et puis décider d'aller à un endroit. En tout cas, tu décides, quand tu as ça, tu dois vraiment le décider toujours en phase de planification. Parce que la deuxième partie de la phase de planification, c'est de choisir ta mission. Et une fois que tu as choisi ta mission, tu révèles les cartes. Donc, ici, je pourrais décider, toujours en planification, de retourner phase visible tous les ennemis d'une mission. Et ça m'apporterait 1 point d'attaque. Si je joue de l'autre côté, planification attaque, je peux retirer de la partie un espion de ma main. C'était le même effet que celle-là. Ce que j'aurais peut-être dû faire, au final, c'est ceci. C'est jouer celui-ci pour cet effet. Ouais, ou quoi, que ça m'a l'air bien comme ça. En fait, j'aurais pu jouer elle pour piocher, et puis lui pour cet effet-là. Mais tous les effets sont bien, en fait. Je pense que de façon normale, j'aurais plutôt été chercher elle pour piocher une carte et puis lui pour tracher. Ça veut dire que je le perds. Je vais jouer celui-ci pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais jouer de ce côté-ci. Et lui me dit de ce côté-ci, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Donc je pourrais aller voir ici. Hop. Ce qui va m'arriver en gros. Alors c'est pas mal parce qu'il n'y a que 3 en défense et je viens de choper 3 ennemis à 1. Par contre, dans les ennemis, on a un parfait exemple. J'ai un dur à cuire. Le dur à cuire, il me dit... Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Donc je dois d'abord tuer lui, avant de tuer eux. Puis j'ai un deuxième, c'est l'exemple parfait. Vous devez vaincre tous les gardes, c'est un garde, avant de pouvoir réussir la mission. Donc je dois d'abord tuer lui, puis lui, et seulement je peux attaquer la mission. Donc il me faut 5 pour l'instant. Et si je fais 6, je peux tuer le soldat aussi. Le soldat, il dit que s'il survit,
malgré tous les maquisards, mélanger tous les maquisards révélés, cachés en jeu, pardon, et retirez-en un au hasard de la partie. Donc imaginons que il y avait lui qui restait en vie, et que j'avais joué comme ceci, avec 3 maquisards cachés. Ben lui, si je le laisse en vie, je devrais prendre mes 3 maquisards cachés, les mélanger et en perdre un de la partie. Ce qui est vraiment pas cool. Donc tu vois qu'il y a vraiment des effets qui sont pas gentils, quoi. Et globalement, tu as une seule carte, c'est le geôlier, pardon, qui te permet, quand tu le tues, de récupérer une carte de ce paquet-là. Et ça, tu n'as qu'eux qui le font, que ces ennemis-là, geôliers qui le font, gardiens de prison en gros, et certaines cartes missions. Mais c'est rare, c'est vraiment... Aller choper des cartes dans ce paquet-là, c'est très rare. Et tu as aussi certains maquisards qui le font sous certaines conditions. Mais c'est important de pouvoir le faire parce que ça te rend du temps en fait. Tu dois gagner du temps en fait. Plus tu vas mettre de cartes là, plus ton deck va être vide, plus tu vas piocher d'espions potentiellement si tu n'as pas réussi à les détruire, et plus tu es faible en valeur d'attaque parce que chaque fois que tu les joues là, c'est plus fort, mais tu les perds. Donc il y a vraiment une balance à trouver. Pour l'instant, j'ai 2, 3. Si je fais 4, 5, j'ai assez pour faire 3, 4, 5, mais je laisse le soldat en vie et ça m'en fait perdre un. Donc, quitte à en perdre un, je vais peut-être jouer un de ces deux-là en phase d'attaque ou de planification pour arriver à 5 tout simplement. Mais ça me ferait perdre 2 cartes. En planification, je peux défausser un espion de ma main dans la défausse de la planque, puis piocher une carte de la planque. Ouais, c'est un peu tard pour ça. Ensuite, lui, je peux regarder en planification, regarder les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et placer les autres dans n'importe quel ordre. Ça me permettrait, lui, de le jouer. Je vais le faire pour te montrer un peu comment ça marche. Donc, en planification, je peux regarder les 3 cartes du sommet de la planque. 1, 2, 3. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Défausser celle de votre choix et replacer les autres dans n'importe quel ordre. Donc je défausse l'espion comme ça, je suis sûr de ne pas le piocher le prochain tour. Et je mets les 2 autres dans n'importe quel ordre. Et si j'avais gardé celle-là pour piocher, j'aurais pu commencer par lui, regarder un peu ce qu'elle arrivait, décider de piocher et choisir exactement celle que je voulais. Ici, c'est 2 gars, ils ont plus ou moins les mêmes capacités. 2 d'attaque, rien, 2 d'attaque, 0. Et lui, il me fait piocher 2 cartes quand je le révèle. Et lui, il me dit attaque réduite de 1 à la valeur de chaque ennemi dont la valeur serait supérieure à 2. Donc il est fait passer à 1 de moins. Et donc, je vais plutôt faire comme ça. Allez hop. Celui qui fait piocher 2 en premier. Et là, idéalement, lui, je devrais le jouer si je veux réussir et tuer tout le monde. 1, 2, 3, 4. Je devrais le jouer pour sa valeur de 2. C'est ce que je vais faire. Donc, 1, 2, 3, 4 et ceci. Parce que quoi qu'il arrive, si je le mets là, je vais quand même en perdre une, ce qui m'en ferait perdre 2. Au moins, là, je sais que c'est lui que je vais perdre. Parce qu'avec lui, ça aurait été un de ces 3-là. J'ai peut-être envie de garder ceux-là. Donc lui, sa phase de planification ou d'attaque, si je le joue en révélé, c'est regarder les 3 cartes du sommet de la réserve, mettez-en une au sommet de la planque, replacez les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Ah c'est très bon en fait, oui, c'est ça que je veux faire. Il est même très très bon. Donc en phase de planification, donc maintenant, je peux regarder les 3 cartes du sommet de la réserve. En fait, c'est ce qu'on va faire. Oui, je vais faire ça, oui. Oui, je vais faire ça. Donc là, au final, vu que j'avais révélé les ennemis, on était déjà en phase d'attaque. Hein. Donc mes trucs de planification, ça marchait en attaque donc ça allait, mais je devais continuer à le faire en planification, tu as compris. Bien suivre les effets, tu peux vraiment jouer planification que dans la planification. Ici ça va parce que c'est planification à tank donc ça passe. Donc ici en phase d'attaque je peux le jouer de ce côté-ci et me dire regardez les 3 premières cartes du sommet de la réserve, donc ça c'est ton autre deck. Mettez-en une au sommet de la planque, donc je peux en regarder une et le mettre au sommet de la planque. J'aime bien Ricardo, je vais monter Ricardo et je vais le mettre au-dessus du sommet de la planque. Ou, ouais, au-dessus du sommet de la planque, c'est bien. Et les 2 autres dans n'importe quel ordre ici au-dessus. Voilà. Là, j'ai plus de cartes à jouer, donc en gros, ce qu'on va faire, j'ai joué mes maquisards, donc en gros, on a fait les effets défendre des ennemis, on a joué les maquisards, on va éliminer les cibles. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 3, 4, 5, 6. Donc là, je me tracasse pas. Je tue d'abord le dur à cuire, puis le garde, puis le soldat. Alors c'est très rare d'avoir 3 ennemis à 1, hein. Ça n'arrive quasi jamais. Hein. À l'inverse, c'est pas rare d'avoir des choses un peu plus compliquées en face de toi. Et ici, par exemple, voilà, j'ai éliminé les cibles. Conséquence, vérifier les pertes civiles. J'en ai pas. Si j'en avais 5 à ce moment-là, je perdais la partie. Ensuite, je fais le résultat de la mission. Les effets mission remplie se déclenchent. Mission remplie. Piocher une carte de moins dans la planque du prochain tour. Donc je vais déjà préparer ça. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est les 4 cartes. Je n'en piocher que 4. Sachant que j'ai déjà viré un espion, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on fait mettre fin à la résistance. Je pourrais décider de mettre fin à la résistance et d'avoir juste un point. Là, ici, ça se passe plutôt pas mal. Je ne vais pas mettre fin à la résistance. Ça, c'est pour le mode classique, hein, je rappelle.
Ensuite, on passe en phase de récupération. Nettoyer la zone de jeu. Bah, les cartes que j'ai jouées en face révélée, je les perds et elles vont dans la défausse de la réserve. Les cartes que j'ai jouées dans ma face cachée, je les récupère dans mon deck et elles vont dans ma défausse de deck. Ensuite, je pioche une nouvelle main de 5 cartes, moins une, parce que ma mission me disait d'en piocher une de moins. Donc là, vu que j'ai nettoyé un peu mon deck, je n'ai que 4 cartes, mais je vais... vu que j'ai réussi à enlever un espion, ben voilà, au moins j'ai un espion en moins dans ma main. Et toujours 4 cartes, sinon j'aurais eu 3 cartes et un espion. Je sais que j'ai été rajouter quelqu'un qui me permet potentiellement d'aller piocher 2 cartes, donc j'estime que je suis pas trop mal. Ensuite, après avoir pioché ma nouvelle main de 5 cartes, je vérifie la défaite par espion. Ouais, en fait, c'est maintenant que tu vérifies la défaite des espions, parce que toi, peut-être potentiellement avec une démission, je pense pas qu'il y en ait qui te permettent d'enlever des espions. Mais en gros, c'est maintenant que je pourrais mourir avec les... Ah non, les civils, c'est déjà fait, c'est bien en phase de conséquence. Les espions, c'est si... En gros, après avoir pioché ta main, si tu as 5 espions, tu perds. Donc je répète, tu rates de mission, t'es mort. Au moment de la phase de conséquence, si tu as 5 civils dans la défausse de civils, t'es mort. Et si au moment où tu pioches ta main, tu as 5 espions, tu perds la partie. Donc 3 façons de perdre, une façon de la remporter, et encore la façon de la remporter dans le mode classique, c'est de marquer des points. Je vais m'arrêter là pour les explications du mode classique. Quand tu décides de continuer aussi, tant que tu as des missions là, tu dois les révéler. Et donc là, du coup, vu qu'on a fait la mise en place avec les 3, puis 2, puis 1, qui étaient déjà en jeu, bah là, je sais que je pioche un niveau 2, qui va être un petit peu plus compliqué, avec un effet défense, par exemple. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer de maquisards en révélé quand je vais là-dessus. Donc, ils vont devoir être tous ici à côté, ce qui est quand même assez chaud. Ça me demande 4 points d'attaque, et par contre, ça n'a que 3 cartes. Voilà. Et j'ai marqué un point de victoire. Yay! Celle-ci, elle vaut 3. Là, c'est 1, 3 et 2. Donc, tu as quand même des missions 1 qui valent plus de points, qui sont en général un petit peu plus compliquées à faire. Et donc, voilà, le principe du jeu de base, marquer le plus de points possible. Et donc, quand tu repars, bah, tu es reparti. Tu es en place de planification. Tu peux jouer des effets planification. Ici, ça va aller vite parce que je n'en ai que 2. Donc, je peux décider en phase de planification de jouer lui en révélé pour piocher 2 cartes. Et je peux éventuellement jouer lui qui me dit piocher une carte de la planque. Donc, lui, clairement, je vais le jouer pour l'effet piocher une carte de la planque. Je pioche une carte de la planque. Ça, c'est pas mal du tout. Je pourrais jouer ensuite, je n'ai plus d'effet de planification. Donc lui, je dois décider si je joue maintenant en planification ou si je garde son 2 et qui me fait piocher 2, ou si je garde son 2 d'attaque et que je le joue là, j'ai pas d'effet, mais il reste dans mon deck pour un tour peut-être plus corsé. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et ça, par contre, pour le jouer de ce côté-là, je peux attendre, je peux jouer plus tard lors de la phase d'attaque. Mais les effets planification, tu ne les résous qu'en phase de planification, les effets d'attaque qu'en phase d'attaque. Et donc voilà, là je pourrais continuer, essayer de choisir une de mes missions. Au moment où je choisis ma mission, je retournerai les cartes, j'appliquerai les effets défense et on verrait ce qui se passe. Essayer d'arriver à avoir le score ici, plus essayer d'éliminer un maximum d'ennemis. On voit qu'ici, par exemple, j'ai pioché 2 anti-guerrieros. Ils ont quand même une valeur de 3 et 4, donc il me faudrait 7 plus 5. Il me faudrait 12 d'attaque pour vaincre tout le monde. Les anti-guerrieros, s'ils survivent, ils sont quand même assez salaces, c'est qu'ils disent que tu pioches une carte du paquet civil et tu la défausses en gros. Et donc, imaginons que ces deux-ci survivent, ils me font piocher une carte civile, 2 cartes civiles. Bah regarde, c'est ce que je te disais, c'est très swingy, j'aurais déjà 4 civils. Donc, quoi qu'il arrive, sauf si je pioche le 0 et il n'y en a qu'un dans ce paquet-là, j'aurais perdu la partie. Et donc, gérer ces ennemis-là va être très important. Par chance, je pense avoir vu passer dans ma main Sragrario, qui me dit qu'en attaque, c'est pas elle. Non, il y a une carte qui dit que tu peux, je l'ai pas eu, il y a une carte qui dit que tu peux virer des anti-guerrieros. Donc ici, je vais avoir tout intérêt à essayer de jouer des grosses cartes. Donc là, je serais peut-être tenté, si je choisissais cette mission, de jouer lui pour piocher 2 cartes de plus, pour essayer de gonfler mon attaque, pour arriver à peut-être ne mettre qu'un civil au lieu de 2 et arriver au moins à essayer de faire 8, quoi. Peut-être que les 12, je vais me dire que c'est un peu chaud, mais au moins d'essayer de faire les 8 et de limiter la casse. Tu vas souvent être à limiter la casse dans ce jeu. On va tout de suite venir à la conclusion et je vais te parler en même temps de ce qui pour moi est un des gros points positifs du jeu. C'est le livret de scénario. Donc tu vois que dans le mode classique, tu vas devoir avancer et tu vas suer. Hein. Honnêtement, 22 points, je pense qu'il faut être déjà chanceux dans ta pioche d'ennemis sur tes lieux. Avoir un bon deck, bien géré, bien temporisé et prendre des risques. Parce que si tu prends même pas des risques, tu peux pas jouer save comme dans... Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu vas vraiment devoir prendre des risques. Alors tout ceci, je te dis tout de suite, c'est pour une autre vidéo. Ce n'est pas maintenant. Ferme tes yeux, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Et donc,
Le mode solo, moi le scoring dans un mode solo, j'ai jamais été trop fan. Le scoring de battre ton propre record, j'ai jamais été fan. Dans celui-ci, il y a un petit aspect historique qui le fait mieux passer que dans certains autres jeux. C'est-à-dire que tu as tout l'aspect historique, voilà, par exemple, quand c'est le milieu de tableau, tu sens que tu as quand même eu un impact sur la révolution, tu as fait des hauts faits, on parlera de toi dans l'histoire, mais tu as quand même voilà, ce sentiment de défaite. Et voilà, ça reste quand même du beat your own score. Mais je veux dire qu'il est mieux amené dans celui-ci parce que c'est plus thématique. Et c'est quand même un jeu qui a une belle thématique, je trouve. Par contre, là où le jeu décolle complètement pour moi, et après je ferai les points positifs, négatifs, et un des gros points positifs, c'est ça. C'est le livret de scénario. Le livret de scénario, je vais prendre simplement la première mission pour t'expliquer la différence avec la mise en place comme tu viens de la voir. Le livret de scénario, pardon. Le livret de scénario. Le livret de scénario, si je prends simplement la première mission, pour t'en parler, elle me dit mise en place, modifier l'étape 3 de la mise en place. En gros, c'est quand tu sélectionnes tes cartes. Trouvez ces cartes missions et mettez-les de côté. Donc, tu vas prendre la mission 1. Il te dit, en gros, il te fait un listing de missions à prendre. Tu prends la mission 1 d'un tel nom, encore une mission 1, une mission 2 et 3 missions 3. Donc, sur cette-ci, au lieu d'avoir tout ton paquet de missions et tu décides quand tu t'arrêtes, sur ce mode scénario, tu as clairement un win-loss condition. Donc, tu as vraiment une façon de gagner et de perdre et ça ne passe pas par du stop ou encore et un calcul de score qui est dans le mode classique. Dans ce mode-ci, et je trouve ça vachement mieux, tu as vraiment un but à atteindre, entre guillemets. Et c'est pas juste du stop ou encore, entre guillemets. Qui est déjà très très dur, hein, mais qui moi me parle moins. C'est du scoring masqué, c'est mieux qu'un petit scoring classique, mais ça reste du scoring masqué. Dans celui-ci, il me dit, bah, ok, je vais chercher la carte niveau 1, attaquer les franquistes dans la vallée. Ensuite, je vais chercher l'époque 1, attaquer la villa du commandant. Ensuite, la mission s'appelle offensive totale, donc toutes les cartes commencent par attaquer. Ensuite, en mission 2, attaquer le QG de la contre-guérilla. Ensuite, la mission 3, de l'époque 3, attaquer la maison du maire. Ensuite, attaquer la pose de police, toujours niveau 3, et la dernière niveau 3, attaquer le QG de Franco. Donc on aura 3 niveaux 3, un niveau 2, 2 niveau 1. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 missions. On aura qu'un paquet de 6 missions, et il te dit dans quel ordre les placer. En gros, tu prends tes 3 cartes de niveau 3, tu en retires une que tu ajoutes à toutes les cartes de niveau 1 et 2. Donc tu auras une carte de niveau 1, une carte de niveau 2, encore une carte de niveau 1 et une carte de niveau 3. Ce sera tes 4 cartes de base pour commencer ta partie. C'est les cartes qui seront sur la table. Et donc du coup, dans la pioche des missions, tu auras les 2 dernières cartes niveau 3. Donc tu sais que ces deux-là, bah, elles seront plus dures. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime vraiment beaucoup parce que globalement, il te dit fin de partie. La partie peut se terminer d'une de ces deux façons. Et c'est là que ça change tout. Vous gagnez la mission si vous remplissez 5 missions. Et ça change tout. En gros, tu dois réussir 5 des 6 missions pour remporter la partie. Et là, c'est beaucoup plus stratégique parce que tu vas pouvoir choisir une mission avant l'autre, essayer de t'en sortir le mieux possible. Mais dès que tu vas rater une mission, tu te dis, ok, j'ai plus droit à l'erreur. Et ça reste aussi tendu que la version de base. J'ai perdu dans ce mode-là. Et j'ai dû gagner 40% de mes parties, même sur le scénario, je pense. Donc j'ai dû faire 10 parties, j'ai dû en gagner 4 peut-être. 3 ou 4, je pense. Ouais, peut-être 4. Je pense pas être à 50, je pense pas, parce que je découvrais le jeu aussi pour les premières. Et ensuite, tu échoues de la même façon. Si tu rates 2 missions, si tu as perdu 5 civils ou plus, ou si tu pioches une main complète d'espion. Donc ça, c'est la même chose pour perdre. Par contre, pour gagner, je trouve que c'est mieux. T'es plus en train de te dire, ouais, fais chier, j'ai pas assez de points, tu vois. T'as vraiment un win-loss condition qui reste dur, mais que je trouve plus pertinent, en fait, tout simplement. Ensuite, par exemple, si je prends l'exemple de la mission 2, il va te dire de prendre, modifier l'étape 3, tu vas prendre une mission 1, une mission 2, une mission 3, et ces 3 cartes doivent être comprises dans les cartes missions de cette partie. Tu sais pas, en gros, il va te dire obligatoirement dans ton paquet de mission d'avoir ces 3-là. Et en gros, il va chaque fois changer ta mise en place. Et ça, c'est vraiment génial. Il y en a un qui te dit utiliser la mise en place normale, sauf qu'à la fin de la partie, tu peux gagner elle peut se terminer de ces deux façons. Donc si tu perds, si tu échoues à 2 missions, si tu as court de mission, donc là ça change déjà. Et si tu as perdu 5 civils ou plus, ou une main complète d'espion. Donc ça demande encore une condition supplémentaire. Par contre, il te dit, donc tu mélanges à nouveau le paquet de cartes classique, tu fais une mise en place classique, donc tu commences avec les niveaux 1, etc. Et il te dit qu'à la fin d'un tour, si tu as réussi à avoir des points de défense, donc plus des points de victoire, mais des points de défense, et si tu arrives à en avoir 35 ou plus, à la fin d'un tour, tu as remporté la partie. Donc tu joues plus les points de victoire, tu joues les points de défense. Et je trouve ça vraiment pas mal, parce que ça va être très dur d'aller chercher les grosses cartes à points de défense, parce que vu qu'elles sont très hautes, elles sont très dures à aller chercher en point d'attaque. Et donc c'est pas mal, c'est des petits twists comme ça.
t'en as une qui va te dire, je pense, de jouer qu'avec toutes les cartes de mission 1 et d'essayer de les réussir. Et à la fin, tu as aussi une espèce de petite campagne en 3 scénarios historiques. Et donc, ce mode scénario, je trouve que ça relève complètement le niveau du jeu. Si tu joues le mode scénario et que tu fais le draft en début de partie où tu pioches 2, tu en choisis une et tu mets l'autre dans la réserve, je trouve que c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas dans ce jeu? Ce que j'aime dans ce jeu, c'est la direction artistique. C'est une petite boîte, ça se joue vite. Ça se met très vite en place quand tu perds, un peu comme à Bullet. Et globalement, le draft, je trouve ça génial. C'est con, hein, le petit draft avant la partie, ça me rappelle un peu Sylvion. Tu peux, à Sylvion, décider de drafter avant de commencer ta partie. Et ça a l'air de rien, mais c'est super agréable et ça va très vite au final. Ça va très très vite. Alors pour les plus férus, je pense que tu veux augmenter la difficulté. Clairement, tu peux faire le deck à la random et là, tu te démerdes avec ce que tu as. Mais le draft, je trouve, apporte justement cette petite profondeur d'essayer d'éventuellement faire des choix tactiques en disant, ok, celle-là, elle pourrait combiner avec celle que je viens de prendre avant. Et des fois, tu vas avoir 2 cartes, tu as envie de les avoir toutes les deux, ça te fait chier, mais tu dois choisir une des deux. Et c'est déchirant, et c'est là aussi que le jeu est. C'est pareil, à chaque fois que tu vas devoir jouer une carte, tu dis, ah, j'aime bien cet effet-là, mais c'est très fort, mais je vais la perdre si je la joue du côté révélé. Et donc, tout le jeu se base là-dessus, et ça, c'est super agréable. Le jeu est dynamique, au final. Par contre, et là... alors, j'ai peut-être pas encore assez d'expérience, mais de ce que je vois, bah, ça reste un jeu de cartes. Et ça reste un jeu de cartes avec beaucoup de conditions de défaite. Très strict. Alors, déjà, rater 2 missions, ça peut arriver très vite. Moi, ça m'est arrivé, j'ai une mission, je vais prendre la mission type exemple où rien ne s'est passé comme il faut. J'ai pioché ma première main, 2 espions dedans, j'avais pas de pioche. Donc, je pouvais globalement rien faire. Tu te dis, ouais, ok, je vais essayer de choper celui à 2. Sauf que celui à 2, il a un effet défense et en plus, il a un effet. Défense qui te demande de virer déjà un maquisard de ta main. Donc sur mes 3 cartes, je ne devais plus en avoir que 2. Je dois faire 5 derrière et il y a encore 2 ennemis derrière. Donc tu peux même pas te dire que tu vas essayer de faire ça avec 2 cartes. Tu dois directement essayer d'aller chercher autre chose. Et des fois, c'est 5 cartes qu'il y a derrière. Ou 4, même si tu es au niveau 1. Et je trouve ça, c'est frustrant. Ça peut être très très frustrant. Alors, je pense que pour les débutants, je les inviterais à la limite à faire leur première partie sans espion dans leur deck. Vraiment, hein, pour découvrir le jeu. Et puis d'en rajouter progressivement pour monter jusqu'à 3, éventuellement. C'est une façon pour moi de éventuellement ralentir un peu cet effet qui peut être très frustrant. Ou alors c'est à l'inverse de rajouter des maquisards dans ton deck pour diluer un peu plus les espions. C'est possible aussi. Ça ne changera pas le fait que si tu fais ça, que tu peux piocher une main de 3 espions tour 1. Ou alors, ce qui m'est arrivé sur une autre partie, la partie était déjà un peu avancée. Ma dernière main, avant de remélanger mon deck, je chope 2 espions. Je remélange mon deck, je rechope 2 espions au tour suivant. Et en gros, j'ai perdu ma mission, et j'ai perdu la mission suivante, parce que ma pioche s'est pas bien mise, les ennemis qui sont arrivés m'ont fait perdre des civils, et donc je trouve que l'effet aléatoire, il faut, voilà. C'est pas dérangeant, parce que, comme Bullet, le jeu se remet très vite en place, mais c'est dérangeant dans le sens où ça peut être vraiment frustrant. T'as beau avoir un beau deck, t'as beau avoir fait un beau tour, si à un moment tu pioches pas les cartes qu'il te faut, que t'as pas réussi à liquider tes espions, ou que t'as pas su, ou que, parce que tu l'as pas pioché, et que ça s'est pas bien mis, à un moment, piocher 2 espions d'un coup, ça fait très mal. Si t'as rien que pour contrebalancer, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi dans tes cartes de la pioche. Mais des fois, tu vas jouer une carte pioche, et c'est du côté caché, elle ne te rapporte qu'un point d'attaque, et tu vas peut-être piocher un espion derrière. Et ouais, cet aspect ultra random va en rebuter certains, c'est certain. Moi déjà, je suis vraiment entre les deux. Je sais pas si je vais le garder, je sais pas si je vais m'en défaire. J'adore jouer au jeu, il est addictif dans son gameplay. Mais la pioche qui peut être très hasardeuse, les ennemis, j'ai eu des combinaisons d'ennemis, tu te dis, je sais rien faire. Je ne sais rien faire. Dans une combinaison avec 5 ennemis, des fois tu as des cartes, tu dois aller rajouter des ennemis qui t'en rajoutent sur les autres trucs. Donc tu as vraiment un aspect stratégique aussi sur la façon, dans l'ordre dans lequel tu vas faire tes missions, mais des fois tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas assez de puissance d'attaque et tu peux pas aller faire la mission dans l'ordre que tu veux. Et tu es obligé de faire des missions. Donc potentiellement, tu es obligé de réussir ou de rater. Et rater une mission, au bout de 2, tu es mort. Et quand par exemple tu as une mission où tu as plein d'anti-guerrieros qui ont plein de points de vie et que tu n'as pas la carte qui les limite, qui les élimine tous d'un coup, parce que tu as une carte ou 2 dans le paquet qui permet d'éliminer tous les anti-guerrieros d'un coup, et ben les anti-guerrieros, ils vont te faire piocher 4000 cartes de ton deck, et tu as aussi beaucoup de missions qui vont te dire, à la fin, par ennemi vivant dans la zone, tu rajoutes des civils. Et donc ton paquet de civils, ça m'est arrivé aussi une partie, je les ai eu toutes. Hein. Il y a une partie, j'ai pioché mes 2 premiers civils, ça a fait 5. 3 et 2. J'étais mort au tour 1 ou 2, quoi. Et ça, c'est le côté qui me frustre complètement. J'en suis presque à me dire que je ne sais pas si je vais le garder ou pas. En tout cas, si je le garde, j'en suis presque à dire, je vais retester encore, hein, mais j'en suis presque à dire que les défaites peuvent être tellement frustrantes. Tu peux avoir des très belles victoires, hein, vraiment. Tu peux avoir des super belles victoires et ça va te plaire.
comme tu peux avoir des défaites qui vont te frustrer, mais d'une puissance, un peu comme piocher un 4 à Bullet. Je pense que c'est encore pire parce qu'ici, tu es attaqué de toutes parts. À Bullet, tu as pioché un 4, ok, c'est pas de chance. Tu as fait du mieux que tu pouvais avant. Ici, tu vas faire du mieux que tu peux. Les ennemis vont pas bien se mettre parce qu'ils sont 5 ou 6 dans la mission. Et si tu pioches pas les bons et que tu n'as pas ce qu'il faut pour les gérer, t'es juste limé en fait. Tu as trop de civils qui s'accumulent et ça peut aller très vite. Hein. Comme je te montre, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 parties. Les 2 premiers civils, j'étais mort. J'étais tout simplement mort en fait. Et ça, c'est frustrant. Et un autre point que je trouve très frustrant, c'est que tu dois réussir à terminer le tour en vie. Et donc, quand bien même je réussirais à faire les conditions de victoire, à atteindre les 22 points, ou à réussir toutes mes 5 missions sur mes 6 en scénario 1, par exemple, pour prendre celui-là, bah si j'ai 5 civils avant, je suis foutu. Donc, c'est même pas encore comme tu as sué, tu as réussi à avoir la victoire pile poil. Non, parce qu'en fait, tu vas calculer tes civils avant. Et ça, bah, je trouve ça vraiment mal designé, en fait. Ça, c'est un des points qui me frustre. Le calcul de civils et trucs devrait se faire en toute fin de tour et tu pourrais avoir au moins l'opportunité de gagner avant. Je trouve ça très dommage. Je trouve ça vraiment très, très dommage. Parce qu'à côté de ça, le jeu a d'énormes qualités. Le jeu est fun. Le draft avant de la partie est fun. Il est beau. Il est rapide à jouer. Et l'aspect aléatoire peut vraiment... Ben, il est présent. Il est présent. Alors, ce qu'il sauve, c'est un peu comme Bullet. C'est la facilité avec laquelle tu sors le jeu et la vitesse à laquelle tu peux le remettre en place si tu perds. Pour moi, c'est juste ça qui sauve le jeu avec le caveat de jouer en mode scénario. Parce que le mode scoring, ça va être bien pour essayer de te lustrer la tige, à te dire, ok, j'ai fait 22, j'ai fait 24. J'ai fait 24. Ouais, ok, très cool, mais c'est tellement rare, c'est tellement du sadomasochisme niveau jeu de cartes que, voilà. Je sais pas, je suis mitigé sur Résistance parce que j'adore d'un côté et je le hais de l'autre. Je l'aime, je le hais d'amour, si tu veux, ou je l'aime de haine. Ça, ouais, c'est difficile à dire. Il faut vraiment encore que j'y joue pour voir vraiment un ratio. Si j'y prends plus de plaisir que la frustration que je peux ressentir sur cette partie où je sens que je peux juste rien faire en fait. C'est un peu comme un bullet quand tu pioches vraiment les jetons qu'il faut pas, tu sais, et que tu n'as plus de points d'action et qu'il te reste 7 pions à piocher dans ton sac. Tu es juste à la merci du jeu en fait. Et ben ça peut arriver dans celui-ci et je trouve ça très dommage. Maintenant, j'aime pas faire ça, mais je vois que des possibilités pour flouter un peu ça. Avoir moins d'espions de départ dans ton deck. Virer un civil 2 et un civil 3 par exemple. Tu les vires tous les deux. Ça prendra plus de temps d'arriver. Alors, il faudra que tu pioches au moins 3 civils pour arriver à la combo qui tue. La combo qui tue qui serait 2-2-1. Ça permet d'avoir un jeu. Tu peux en fait balancer, tu peux tuner ton jeu pour avoir plus ou moins facile en fait. Pour l'assouplir un petit peu. Et je pense que le jeu de base aurait gagné. C'est peut-être moi qui suis nul à chier, hein, mais je pense avoir fait de très belles parties. J'ai fait 2-3 scénarios où ça a été du 50-50. Mais cet aspect-là existe. Cet aspect pur random sur lequel tu pourras peut-être juste ne rien faire, il existe, il est présent. Et il faut en avoir conscience. C'est pas pour toi et tu sais que ça peut te frustrer, évite peut-être le jeu. Si ça t'intrigue quand même, il coûte genre 20 balles, ça vaut la peine d'être essayé. C'est un bon jeu solo, je pense. Je pense que c'est un bon jeu solo. Il faut juste savoir que ça s'adresse pas à tout le monde. Et alors, ce qui sauve le jeu, pour moi, c'est clairement le livret de scénario. Livret de scénario, le draft, pour moi, sont les 2 gros points positifs et les artworks. Vitesse du jeu, draft, scénario et la beauté graphique du jeu, le thème du jeu qui moi me parle. À côté de ça, c'est très random. C'est très très random et ça va en frustrer certains. Voilà, c'était ma petite review longue déjà, 50 minutes, mais je pense avoir été plus ou moins clair sur tout ce qu'il fallait dire sur le jeu. Du jeu Résistance. Un jeu que je conseille, mais avec des pincettes. Si t'es pas fait pour les jeux hasardeux, et ben dis-toi que tu vas perdre des parties comme ça. Ça arrivera et voilà, c'est grave ou c'est pas grave, c'est à toi de décider. Moi en tout cas pour l'instant, je le garde encore un petit peu parce que j'ai envie de prendre la décision parce qu'il pourrait remplacer certains de mes jeux solo juste parce qu'il sort très facilement. Il pourrait remplacer un Warp's Edge par exemple. Alors que je préfère Warp's Edge, Warp's Edge est plus équitable si tu veux. Mais il pourrait le remplacer rien que pour le fait qu'il sort encore plus vite et qu'il est agréable à jouer. C'est très addictif le draft en début de partie. Mais voilà, c'est clair qu'entre lui, Bullet et Warp's Edge, à un moment, il va falloir faire des choix. Peut-être qu'aucun des 3 ne resteront dans ma collection, parce que Warp's Edge, c'est un jeu que j'adore, mais qui sort quasi jamais. Et ça pourrait sortir plus facile. Je ne sais pas. C'est vrai que les règles de celui-ci sont beaucoup plus faciles à apprendre. Voilà. Donc bref, je m'écarte, je m'éloigne. C'était Résistance. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ton meilleur score. Dis-moi si toi, tu crois que c'est possible vraiment de faire les 10 missions. Ou quand bien même, je pense que j'y arriverai, je ne pourrais pas me dire que c'est en jouant bien, en fait. Je vais peut-être conclure là-dessus. Il y a certaines fois, je vais gagner, je peux même pas me dire que c'est en jouant bien, c'est en y allant avec mes balls. Et c'est peut-être ça la résistance, c'est peut-être ça le mot de fin.
c'est que des fois, il faut les mettre sur la table pour peut-être y arriver. Ou se lourder, mais avec la gloire. Allez, ce sera mon mot de fin. Prends soin de toi. Prends soin de tes jeux. Je regarde où j'en suis. Voilà. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux. Je te dis à très bientôt sur la tanière des JCO TV, la tanière des jeux. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.